Salut à tous, c'est Swaggy76. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les légendes urbaines. Aujourd'hui, je vais vous parler de la maison de Amityville. Donc cette vidéo va être très longue, je pense, car je vais vous expliquer la vraie histoire de cette maison qui a été témoin du massacre d'une famille entière a été exécutée. Donc aujourd'hui, je vais vous dire vraiment ce qui s'est vraiment passé. La pure vraie histoire. Le film Amityville, la maison du diable de Stuart Rosenberg est un film adapté du roman de Amityville Horror A True Story de Jay Henson, publié en 1977. Le livre s'est lui-même inspiré du témoignage de la famille Loose, qui fut prétendument victime de manifestations surnaturelles peu après son installation dans leur nouvelle demeure qui se situait à 112 avenue Ocean, dans le quartier aisé d'Amityville. Voici l'histoire de la maison hantée le plus sinistre et le plus célèbre des États-Unis. La famille Defoe. En 1965, Ronald et Louise Defoe s'achetèrent une grande bâtisse du style colonial à Amityville, aux États-Unis, et s'y installèrent avec leurs 5 enfants, Ronald Jr. 23 ans, Dawn 18 ans, Allison 13 ans, Mark 12 ans et John 9 ans. La maison, qui s'élevait sur 2 étages, avait été construite en 1928 et elle servait d'asile aux malades mentaux et aux mourants, qui logeaient alors dans une annexe. Ils appelèrent High Hopes, Grand Espoir en français. Ronald Defoe travaillait comme directeur général d'une concession Buick à Brooklyn et Louise était mère au foyer. Ronald Defoe Jr., qui était un élève médiocre, arrêta ses études à l'âge de 16 ans et commença à enchaîner les petits boulots sans grande motivation jusqu'à que son père le fasse entrer comme mécanicien dans sa concession où il travaillait. Ronald Jr. connaissait une vie facile et pourtant il se montrait souvent maussade, renfermé, et très rapidement il se mit à prendre de la drogue. Pour satisfaire ses nouveaux besoins, Ronald Jr. n'hésitait pas à voler même sa propre famille. En 1973, alors âgé de 22 ans, le jeune assista à une querelle entre ses parents au cours de laquelle il braqua un revolver sur son père. Fort heureusement, l'arme s'enraya. Le mercredi 13 novembre 1974 à 3h14 du matin, alors qu'il venait de regarder un film à la télévision, Ronald Jr. Defoe, que l'on surnommait Butch, s'empara d'une carabine, puis il abattit froidement ses parents et ses frères et sœurs durant leur sommeil. Étrangement, aucun des voisins n'entendit les coups de feu. Vers la fin de l'après-midi, Ronald Jr. pénétra précipitamment dans le Harry's Bar en s'écria « Vous devez m'aider, je crois que mes parents ont été tués. » Puis il remonta dans sa voiture et se mit en route vers la maison, escorté de 6 hommes qui le suivaient en camionnette. Une fois arrivé sur place, Ronald courut vers la porte d'entrée, ignorant les avertissements de l'un des hommes qui craignait que quelqu'un puisse être dissimulé à l'intérieur. Il déclara tout simplement que ça lui était égal. Les hommes se ruèrent alors à l'étage où ils découvrirent le drame. Vers 18h35, Joe Yeswitt, un des hommes du groupe, téléphona aux forces de l'ordre pour les prévenir qu'un jeune homme était passé au Henry's Bar et qu'il avait affirmé que toute sa famille avait été tuée. Il leur déclara qu'il s'était rendu sur les lieux en compagnie du jeune homme et de plusieurs autres personnes et qu'il avait en effet découvert les cadavres de toute sa famille. 10 minutes plus tard, la police était sur la place. Après avoir suggéré que les meurtres pouvaient avoir été commis par un tueur à gages de la mafia nommé Tony Mazzello, qui en voulait à sa famille, Ronald Defoe Jr. fut emmené au poste de police pour sa propre protection. Cependant, lorsqu'il entendit sa version de l'histoire, les policiers se rendirent rapidement compte qu'elle était remplie de graves incohérences. Selon lui, Ronald Jr. n'était pas resté toute la nuit chez ses parents. Comme il ne parvenait pas à s'endormir, le jeune homme avait quitté la maison vers 4h du matin pour aller travailler. Il avait passé toute la journée sur son lieu de travail, d'où il avait essayé de contacter ses parents pour téléphoner à plusieurs reprises, avant d'aller les voir en fin de journée. Tony Mazzello avait un alibi prouvant qu'il ne pouvait pas avoir été présent dans la maison au moment des meurtres, et le lendemain, après plusieurs heures d'interrogation, Ronald Defoe Jr. avoua les faits.
Il expliqua aux policiers qu'il s'était réveillé devant la télévision, qu'il était monté dans sa chambre, qu'il avait chargé son fusil et qu'une fois qu'il avait commencé, il n'avait pas pu s'arrêter. Ensuite, il avait ramassé les douilles, il avait pris un bain, il s'était rhabillé, puis il s'était débarrassé des preuves cruciales comme les vêtements tachés de sang, le fusil et les cartouches, avant d'aller travailler comme d'habitude. L'audition préliminaire eut lieu le 22 septembre 1975. Son avocat de la défense, William Weber, plaida la folie pour Ronald Jr. Le jeune homme affirmait avoir entendu des voix complotées contre lui et que le diable qui lui avait soufflé « attrape-les, tue-les ». La thèse de l'aliénation mentale fut soutenue par le psychiatre de la défense, le docteur Daniel Swartz, mais le psychiatre de l'accusation souligna que même si le jeune homme était un consommateur d'héroïne et de LSD et qu'il avait une personnalité antisociale, il était tout à fait conscient de ses actes au moment des faits. Le 21 novembre 1975, Ronald DeFeo Jr. fut reconnu coupable et le 4 décembre 1975, le juge Thomas Stark le condamna à 6 peines consécutives d'emprisonnement de 25 ans à la prison de Dannemora. L'affaire de possession fut classée sans suite par les psychiatres qui refusèrent d'y avoir d'autre chose qu'une folie meurtrière, et la maison fut mise à vendre à un prix de $80 000. Malgré son prix attractif, elle resta inoccupée durant plusieurs mois. La famille Loose. Attendez 5 minutes, je regarde si ça enregistre. Oui, ça enregistre. Alors, la famille Loose. George Loose et Kathleen s'étaient mariés en juillet. Durant tout l'été, ils avaient cherché la maison qui abritait leur nouvelle famille. Ils y avaient dû en visiter une 50aine sans succès, puis un jour, un agent immobilier leur montra une grande bâtisse et leur dit « Je ne sais pas si je dois vous le dire maintenant ou après que vous l'avez vu, mais c'est dans cette maison qu'ont eu lieu les meurtres des DeFeo. » Comme ils ne voyaient pas vraiment de quoi elle voulait parler, George et Cathy se regardèrent, intrigués, et la gérante leur rappela l'histoire de Ronald DeFeo dont les journaux avaient parlé l'année précédente. Après en avoir discuté avec leurs enfants, ils décidèrent d'acheter la maison, pensant pouvoir composer avec son passé. Le 18 décembre 1975, George Loose, sa femme Kathleen et leurs 3 enfants emménagèrent dans la grande demeure. Il avait payé $400, meubles compris, et elle leur semblait parfaite. Située près d'une rivière, elle proposait un garage à bateau et une piscine. Ils pensaient avoir trouvé la maison de leurs rêves et pourtant il n'y restait que 28 jours. En apprenant qu'il avait acheté la maison des DeFeo, un ami de George insista pour qu'il fasse bénir. À cette époque, George et Cathy étaient tous les deux des croyants non pratiquants. Ainsi dit-il leur expliquer la démarche. George qui connaissait un prêtre, le père Ralph J. Pecoraro, qui était aussi avocat, juge de la cour catholique et psychothérapeute, lui demanda alors de bénir le lieu. George et Cathy déballaient toujours leurs affaires lorsque le prêtre se présenta pour procéder à la bénédiction. Les conseillèrent-ils de commencer sans eux. Les bénédictions s'effectuant en haut, en bas, le père Pecoraro montant donc à l'étage et entreprit de bénir les chambres. Le rituel avait débuté depuis un peu, et le prêtre se tenait dans la chambre où Mark et John Matthew DeFeo avaient été assassinés quand soudain il entendit une voix forte qui semblait venir de nulle part lui dire « Va-t'en ». La bénédiction terminée, le père Pecoraro sortit de la maison et George fut signe d'approcher. Il voulait le payer pour ce service, mais le prêtre refusa fermement et lui dit « Vous savez, j'ai senti quelque chose de vraiment étrange dans cette chambre à l'étage. » Quand il lui décrivit la pièce, George la reconnut aussitôt. Il lui répondit qu'il ne comptait pas s'en servir comme chambre à coucher, mais qu'il allait y aménager une salle de couture pour Cathy, ce qui sembla le soulager. C'est bon, du moment que personne ne dort là-dedans. Puis ils sont partis, sans rien dire de plus. À la suite de sa visite, le père Pecoraro fut en proie à une forte fièvre et des cloques ressemblant aux stigmates apparus sur ses mains.
Inquiet, le 24 décembre 1075, il décida d'appeler George Luz afin de lui conseiller d'éviter la pièce en question. Mais alors qu'ils étaient en ligne, leur conversation se retrouva malencontreusement interrompue par de l'électricité statique. Les phénomènes étranges débutèrent presque immédiatement à leur arrivée. La maison se retrouvait parfois envahie d'odeurs écœurantes, des odeurs d'excréments et de vieux parfums. Certaines parties devenaient brusquement glaciales, de façon aléatoire et incompréhensible. Des vibrations anormales emplissaient l'atmosphère. Des bruits sourds dans la nuit et malgré la rigueur de l'hiver, des nuées de mouches noires restaient de toutes parts. Puis les caractères de chacun commencèrent à changer. Georges s'isolait de plus en plus souvent, semblant obsédé par la cheminée qui lui semblait ne jamais assez chauffer. Et les enfants aussi semblaient affectés. Ils se disputaient plus souvent que d'habitude, ce qui entraînait de terribles représailles de la part de leurs parents. La plus jeune des enfants, Mélissa, se mit soudain à parler d'un ange qui vivait dans sa chambre. Missy disait que cet ange s'appelait Judy, qu'il ressemblait à un gros cochon, mais qu'il pouvait changer de forme à volonté. Un jour, alors que sa mère fermait la fenêtre de la chambre, Missy l'avertit que Judy venait d'apparaître et regardant dans la direction que la fillette lui montrait. Cathy vit alors ses deux yeux rougeoyantes à une autre occasion. Georges et Cathy aperçurent tous deux ces deux yeux rouges alors que la créature regardait vers eux depuis la fenêtre de la chambre de Missy. Durant leur séjour au 112 Ocean Avenue, toutes les portes, les fenêtres et les serrures furent endommagées et des traces noires dont aucun détergent ne parvint à venir à bout imprégnèrent la porcelaine de la salle de bain. Un lion en céramique de plus d'1 mètre de haut changeait régulièrement de place et un jour, le lourd crucifix de 30 cm que Cathy avait accroché dans le salon se retourna brusquement. Quand elle voulut le remettre en place, elle s'aperçut qu'il emmenait une odeur aigre. Un matin, des empreintes de sabots fourchus furent remarquées dans la neige, tout autour de la maison, et elles furent attribuées à un cochon. Ces traces menaient tout droit à la porte du garage qui avait été arrachée de ses gonds, ce qui aurait nécessité une force surhumaine. Kathleen était en proie à de violents cauchemars, dont la plupart concernaient les meurtres de la famille DeFeo. Un matin, en se réveillant, elle se regarda dans le miroir, mais à la place de son visage se trouvait celui d'une vieille sorcière. Cette illusion mit des heures à se dissiper. Elle fut également victime d'une entité invisible qui la toucha à plusieurs reprises avant de l'agresser physiquement. La soulevant de son lit et la maintenant en lévitation, les deux pieds en l'air. Cette attaque lui laissa des terribles marques rouges sur le torse. Toute la nuit, Georges se réveillait inexplicablement vers 3h15 et se dirigeant inexplicablement vers le hangar à bateau. Il apprit plus tard que c'était l'heure de la tuerie. Il entendait parfois des bruits bizarres s'élever du rez-de-chaussée, la porte d'entrée qui claquait violemment, des bruits de pas ou le grésillement d'un poste de radio mal réglé. Mais lorsqu'il descendait, tout était désert et le silence se brusquait soudainement. Un jour, Georges affirma avoir vu Kathleen se transformer en une vieille femme de 90 ans. Une chevelure d'un blanc éclatant entourait son hideux visage, parsemé de profondes rides et de salive coulait de sa bouche étendue. Georges avait également découvert une pièce cachée derrière les étagères de la cave. Cette pièce, qui ne figurait pas sur les plans de la maison, avait des murs peints en rouge, une boue verte gélatineuse soudain de la serrure de la salle, la même qui s'écoulait de la porte de la salle de jeu. Quand il vit la pièce, leur chien Larry refusa d'y pénétrer et se recovilla comme s'il sentait quelque chose de sinistre. Pour se convaincre qu'ils n'étaient pas fous, Georges et Cathy invitèrent leurs amis à plusieurs occasions, espérant qu'ils seraient eux ainsi témoins de quelques phénomènes inexplicables, ce qui fut le cas à leur grand soulagement. Ils comprirent alors qu'il se passait quelque chose qui ne pouvait expliquer rationnellement, et ils décidèrent de bénir la maison une belle fois. La cérémonie eut lieu le 8 janvier 1976, mais alors qu'ils récitaient une prière, un crucifix en argent dans les mains, soudain ils entendirent un chœur de voix s'élever et leur dire
voulez-vous arrêter? À la mi-janvier 1176, après une nouvelle tentative de bénédiction infructueuse, la famille Louse connut sa dernière nuit dans la maison, une nuit terrifiante dont pendant longtemps ils refusèrent de parler. D'après Georges, j'étais allongé sur mon lit, et tout le monde dormait. Cathy s'est levée du lit et elle a commencé à glisser loin de moi. Alors, j'ai senti quelque chose rentrer dans le lit avec nous. J'étais incapable de bouger. J'entendais les lits des enfants être traînés, se soulever et retomber en claquant au-dessus de ma tête. Nous avons entendu ces pigeons dans le climatiseur de la salle de bain principale. Ils ont recoulé toute la nuit et le lendemain matin, quand nous sommes allés voir, il n'y avait pas de pigeons, ni de nid, ni quoi que ce soit. Les lumières clignotaient. Nous avons pris le chien pour qu'il reste près de nous dans la chambre à coucher. Nous l'avons attaché à la poignée de la porte. Il n'y a pas arrêté de tourner en rond et de sauter toute la nuit. Dans la matinée, les garçons sont arrivés terrifiés. Ils avaient été incapables de descendre me voir. Et moi j'avais été incapable de me lever pour eux. Missy est venue et elle a juste demandé ce que c'était tout ça. Cathy n'avait aucun souvenir de beaucoup de choses. Ce jour-là, nous avons essayé d'obtenir un entrevue avec le père Pecoraro et nous a dit toutes les bonnes paroles. Peu de temps après leur départ précipité de la maison d'Amityville, l'affaire s'ébruita, éveillant l'intérêt des journalistes. Georges et Cathy Loose décidèrent de faire appel à des parapsychologues afin d'enquêter sur cette affaire et d'en rendre publics les résultats. Quels qu'ils fussent, parmi eux se trouvait Stephen Kaplan, fondateur de l'Institut américain de parapsychologie de Long Island, qui commença alors à enquêter sur ce qui allait bientôt devenir l'affaire d'Amityville. Malheureusement, suite à un indifférent dont les circonstances restent floues, George Loose jeta M. Kaplan hors de sa propriété et lui interdit d'y revenir. Après cet échec, George et Cathy demandèrent à Laura Didio, une jeune stagiaire de la télévision locale, de leur présenter Ed et Lorraine Warren, deux éminents enquêteurs du paranormal. Quand les Warren rencontrèrent la famille Loose, ils semblaient terrifiés. Ce qu'ils avaient vécu les avait tellement effrayés que même en parler leur faisait déjà peur. La première fois qu'ils pénétrèrent dans la maison, Ed et Lorraine Warren étaient accompagnés d'un présentateur de Channel 5 News, un professeur de l'université de Duke et le président de l'American Society for Psychic Research. Lorraine avait peur avant lui-même d'y entrer. Avant de se rendre place, elle avait contacté quelques prêtres de sa connaissance et leur avait demandé de l'accompagner en esprit. Elle avait également pris soin d'emporter avec elle des reliques du Padre Pio qu'un inconnu lui avait envoyé en début de semaine, mais cette première visite fut néanmoins effroyable. Alors qu'elle se promenait de pièce en pièce, Lorraine, qui avait des talents de médium, était incessamment assaillie de visions et de messages sur les éléments qui s'étaient produits. Comme elle montait l'escalier du second étage, soudain elle sentit comme si une énorme vague se précipitait à son rencontre. Et l'atmosphère se solidifia. Arrivée au deuxième, elle entra dans la salle de couture, puis dans une chambre d'enfant. Immédiatement, elle sut par clairvoyance qu'elle s'était de la chambre de Missy et que les meubles étaient restés les mêmes depuis l'assassinat des filles d'Efeo. Dans la chambre principale, un mur était entièrement constitué de miroirs. Lorraine s'assit sur le lit où Ronald Defeo et sa femme avaient été tués. Seul le matelas avait été changé. Le sentiment dans cette chambre était celui de l'horreur absolue, et changer de pièce ne l'enlevait en rien. Soucieux de voir par lui-même si les phénomènes étaient bien réels, Ed, qui n'expérimentait que peu de manifestations de clairvoyance, descendit à la cave. Le sous-sol était généralement un endroit brisé de mauvais esprits. Il estimait que ce serait le meilleur endroit pour commencer. En dépit de ses faibles talents médiumniques, Ed vit des ombres et des milliers de points de lumière. Immédiatement, ces ombres l'attaquèrent et tentèrent de le mettre à terre. Luttant de toute sa foi, Ed demanda aux esprits de partir, quand soudain il eut la sensation que quelque chose le soulevait du sol. Il fut alors que cette maison était la maison du mal. Bien évidemment, il savait
que le cas était grave, mais il ne se doutait pas à quel point. Au troisième étage, Lorraine rencontra Ronald DeFeo. Cette rencontre était si terrible, si sinistre, qu'elle sentait qu'elle ne pourrait rien faire pour l'aider, ou aider son esprit à quitter la maison. Une fois revenue en bas, on lui demanda de faire ce qu'elle craignait le plus, communiquer avec les esprits de la maison. Tous les enquêteurs se trouvaient dans la pièce, à l'exception du chercheur de l'université de Duke, qui était parti tellement il y avait eu peur, et deux d'entre eux durent alors allonger pour tenter de calmer les palpitations cardiaques dont il était victime. La maison semblait avoir un effet des plus terribles sur tous ses visiteurs. Marie Pascalella, directrice d'un important groupe de recherche psychique à New Haven, se sentit si mal qu'elle dut sortir de la maison et qu'elle ne voulut plus y rentrer. Ed et Lorraine quittèrent les lieux 1 heure plus tard. Ils se sentaient tellement infectés par leur visite qu'ils promirent de ne jamais revenir dans la maison d'Amityville, pourtant ils le firent. Le 6 mars 1976, les époux Warren organisèrent une nouvelle visite filmée par les reporters d'une télévision new-yorkaise. Lorsque Lorraine, qui était médium, tenta d'entrer en contact médiatiquement avec les entités, de multiples malaises se produisirent parmi l'équipe de tournage, mais la conclusion des journalistes fut mitigée. Rien de scientifique n'avait été prouvé. Après son éviction de la maison d'Amityville, Stephen Kaplan affirma à un journal de Long Island que toute l'histoire n'était qu'une habile mystification à des fins commerciales, avant de mourir en 1995 d'un arrêt cardiaque quelques semaines avant la sortie de son livre. Après leurs enquêtes, Ed et Lorraine Warren en virent à la conclusion que le récit de Luz était authentique. Lorraine déclarait encore récemment que cette expérience avait été horrible et que jamais elle ne retourna dans la maison d'Amityville. Les différents occupants qui se sont succédés dans la maison du 112 Ocean Avenue par la suite ont tous affirmé que jamais rien d'étrange ne s'y produisait. L'avocat de Ronald DeFeo Jr., Weber, qui avait basé sa défense sur l'influence du diable lors du procès, a largement discrédité les Luz et expliqué qu'il avait aidé à faire de leurs histoires une histoire à sensation, espérant ainsi prouver que quiconque vivait dans la maison d'Amityville pouvait suivre d'influence de forces démoniaques, ce qui aurait attaillé la thèse de la possession démoniaque de son client. En 1977, Jay Henson écrivit The Amityville Horror, A True Story, un livre racontant l'histoire des Luz alors de leur court passage dans la maison. L'auteur et les protagonistes de l'histoire ne se rencontrèrent à aucun moment de l'écrivain dut se servir des 45 heures de souvenirs qu'il avait enregistrés sur cassette pour écrire son roman. Ce livre, qui fut fortement critiqué, devint par la suite un best-seller 2 ans plus tard, en 1979. Stuart Rosenberg s'en inspira de ce récit pour réaliser le film Amityville, la maison du diable, qui connut un immense succès. Voilà, c'était la véritable histoire de la maison d'Amityville. J'espère que cette vidéo t'a plu. Une fois de plus, j'ai bafouillé. Quand je lis vite, ça m'arrive de bafouiller de temps en temps, mais il y avait tellement de textes. Comme vous avez vu, il y avait beaucoup à dire sur cette histoire, donc j'essaie de maximum de lire vite pour pas que la vidéo soit longue, donc je m'excuse pour si je bafouille, tout ça, donc c'est encore un peu mon petit problème quand je fais des vidéos de ce genre là. C'est que je veux tellement parler vite que j'écorche les mots, je bafouille et tout, donc je m'en excuse, faut que je travaille un maximum sur ce truc là. Je vais faire des efforts. Donc j'espère que cette vidéo t'a plu. Laisse un like, dis-moi ton avis dans les commentaires, abonne-toi à ma chaîne, et suis-moi dans ma page Facebook Sogitu76. Et que dire de plus, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va dire là on est mardi, peut-être vendredi, je le dirai sur ma page. Allez, peace.